Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de cette émission, nous allons parler des nouvelles recommandations de l'AFA. On va parler également de l'Oflex, une legal tech qui vient de s'implanter en France. Et enfin, on parlera de la vaccination en entreprise. Quelles conséquences juridiques? Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Terret et David Père, tous les deux associés chez Aducho Godard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble des nouvelles recommandations de l'AFA qui datent de janvier dernier. Les précédentes dataient de décembre 2017. Était-il nécessaire d'adopter de nouvelles recommandations, Cécile ? Oui, pour répondre à votre question Arnaud, c'était nécessaire. 3 ans d'expérience, 3 ans de contrôle AFA. 3 ans également après le prononcé de 2 décisions de la commission des sanctions. Donc ce retour sur expérience paraissait nécessaire et l'AFA est allée un petit peu plus loin que ce que lui demandait le législateur dans sa loi, à savoir un peu plus loin qu'une mise à jour qui était prévue périodiquement. Alors David, que pensez-vous de cette philosophie générale, de ces nouvelles recommandations ? Alors ce qu'on peut dire, c'est que comme Cécile l'a dit, on n'est pas uniquement en présence d'une mise à jour, on est dans une refonte de ces recommandations. Ce qui peut caractériser cette refonte, c'est, je dirais, une certaine exigence renforcée, parce que, vous le savez, l'autorité de contrôle avait, dans son rapport annuel, pointé le doigt vers des problématiques lorsque les entreprises mettaient à jour la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers. Donc ça, c'était pas suffisant selon le régulateur. Donc les recommandations de l'AFA tirent les conséquences de cette insuffisance et viennent renforcer, pas les obligations, puisqu'on n'est pas en matière légale, mais renforcer ce que l'AFA attend de ces entreprises. Il y a une formalisation qui est plus importante et c'est un délai assez court, puisque les entreprises ont 6 mois pour se mettre à jour avec ces nouvelles recommandations. Donc je dirais des recommandations plus exigeantes, qui ne sont pas forcément à jour avec les impératifs des entreprises qui sont dans la crise sanitaire et dans les difficultés économiques. Mais du bon côté, on peut dire que si on suit ces recommandations, ça permet aux entreprises de montrer à l'AFA qu'on a respecté la loi et qu'on est dans les clous. Cécile, qu'est-ce qu'il faut retenir des dispositions concernant les entreprises ? Alors, je crois que David l'a rappelé justement, une formalisation beaucoup plus aboutie aujourd'hui. C'est ce qu'exige l'AFA. Un autre point aussi qui est important, c'est que l'AFA a rappelé que cette formalisation et ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes. Néanmoins, ce qui est prévu, c'est que si les entreprises ne respectent pas, ou en tout cas ne choisissent pas la méthodologie qui est préconisée par ces recommandations et donc par l'AFA, elles devront rapporter la preuve lors de contrôle auprès de l'AFA que cette formalisation est pertinente et justifiée. A l'inverse, si lors d'un contrôle, une entreprise démontre qu'elle a suivi les recommandations et donc la méthodologie de l'AFA, il y aura une présomption de conformité. Ce sera alors à l'AFA de démontrer que finalement, ces recommandations n'ont pas été appliquées correctement. Ça, c'est le premier point. Les autres points qu'il faut retenir, à mon sens, dans ces recommandations, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Donc là, on a un premier pilier qui est défini avec une vision très extensive de l'instance dirigeante, avec une obligation de formalisation et de validation par les conseils d'administration de la cartographie des risques, mais également de nouvelles obligations. Alors, en tout cas recommandations qui sont mises à la charge des dirigeants, à savoir inclure dans le dispositif anticorruption, dans les recrutements, dans les nominations de certaines personnes, des obligations anticorruption et notamment à ce qu'il y ait des objectifs qui soient fixés sur l'anticorruption. Donc ça, c'est la première chose très importante. On est sur une vision extensive. Je rappelle que l'instance dirigeante ne fait pas partie des obligations au terme de la loi. Ça doit être mis en place par l'instance dirigeante, mais en soi, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. L'autre obligation qu'on voit et qui me paraît importante, c'est la cartographie des risques. Donc David l'a rappelé aussi tout à l'heure, il y a une formalisation et une méthodologie qui est plus définie aujourd'hui dans ces recommandations, mais qui est aussi plus lourde en termes de charge de la preuve, puisque aujourd'hui, les entreprises devront définir les processus, formaliser des entretiens, et ces entretiens devront être
hiérarchisés, ils devront être également conservés et lors de contrôle, il faudra rapporter la preuve que les gens se sont véritablement réunis pour cartographier ces risques. Voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une formalisation plus aboutie, plus lourde également, à la charge des entreprises et un engagement d'instances dirigeantes beaucoup plus important. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Merci. On poursuit Lex Inside avec Julie Jacob qui vient nous parler de l'Oflex, la Legal Tech qui s'implante en France. Julie Jacob, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes la représentante de l'Oflex en France. Pouvez-vous nous présenter l'Oflex ? Alors l'Oflex est une plateforme, ce qu'on appelle un Alternative Legal Service Provider, ASLP, c'est-à-dire que c'est une offre alternative au cabinet d'avocats traditionnel. Une plateforme de services juridiques pour les cabinets d'avocats et pour les entreprises surtout, qui offre l'accès à des avocats de façon agile, moins coûteuse qu'un cabinet d'avocats traditionnel et de façon flexible. Quelle est l'ambition avec justement cette implantation en France de l'Oflex ? Alors l'Oflex existe depuis 4 ans déjà et vient d'arriver en France. C'est un marché qui a une perspective assez importante puisque les ASLP, Alternative Legal Service Provider, ont fait un chiffre de 14 millions de dollars sur l'année dernière. L'ambition, c'est donc de développer la France et de proposer aux entreprises françaises l'accès à des avocats compétents qui respectent les règles de déontologie à des coûts moindres et de façon très flexible. Concrètement, ça se passe comment ? Alors concrètement, c'est vrai qu'avec les mouvements juridiques, de plus en plus de réglementations qui changent, il est de plus en plus difficile pour une société de savoir si on a besoin cette semaine de droit de la santé, droit du travail, de droit de l'environnement, du droit des data, du corporate. Les matières sont de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, la réglementation évolue et faire appel à l'Oflex, ça permet d'avoir une souplesse, une agilité quand on a des besoins en interne et qu'on hésite à les envoyer à l'extérieur vers un cabinet d'avocats. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode alternatif, ALSP, c'est-à-dire que c'est une alternative entre le interne, le in-house, et l'externe où on envoie chez un avocat. C'est du juridique au quotidien et qui permet d'avoir un accès très vite à des hyper spécialistes, des avocats, dans chaque domaine et avec des coûts moindres puisque on ne supporte pas les coûts d'un cabinet classique avec les coûts de structure inhérents à un cabinet d'avocats. Alors, outre l'implantation en France, quelle est l'actualité de l'Oflex ? Son actualité, c'est le fait que ça existe depuis de nombreuses années. Il y a plus de 500 avocats inscrits sur la plateforme. Ça touche 21 pays. Les avocats peuvent travailler en remote ou alors sur place. Et l'actualité, c'est que c'est ouvert aux sociétés françaises, aux cabinets français qui peuvent, pour compléter leurs équipes, parce qu'il y a un besoin croissant d'activité, parce qu'il y a un départ ou parce qu'il y a une actualité juridique ou un nouveau projet, de travailler avec les services de loflex.fr qui vont donc permettre d'accéder à des avocats qui exercent de façon très agile. Alors, comment se fait justement le recrutement des avocats ? Alors, les avocats qui exercent sont recrutés par un pool de juristes puisque l'Oflex a été fondé par des avocats, managing partners de cabinets anglo-saxons et internationaux. Et donc, tous les CV sont triés sur le volet. Ce sont des avocats qui sont inscrits, enregistrés, donc qui ont leur assurance responsabilité civile professionnelle, qui requièrent des compétences précises dans leur domaine et surtout qui respectent un cahier des charges en termes de confidentialité, sécurité. Et donc, nous les choisissons, nous les sélectionnons et nous mettons en relation avec les demandeurs, c'est-à-dire soit les cabinets d'avocats, soit les services juridiques d'entreprise. Alors, quelles sont les perspectives de développement pour l'Oflex ? C'est d'être le premier service alternatif entre cabinets d'avocats et entreprises et donc de devenir le leader en matière de Alternative Legal Service Provider en France puisqu'il n'en existe pas. Et ça veut dire peut-être aussi développer de nouveaux services très bientôt ?
développer des nouveaux services, en tout cas aujourd'hui permettre le travail en remote et sur site, puisque on a vu cette année 2020 a été l'année de l'agilité, on a tous appris à travailler à l'étranger ou en France, en tout cas en remote, et l'Oflex c'est vraiment un service qui est né en France en tout cas de la vision un peu évolutive de notre métier, qui a besoin de se dépoussiérer, de faire preuve de plus d'agilité, à la fois pour les avocats, mais également pour ceux qui en ont besoin, les services juridiques d'entreprise, les entreprises et même les cabinets d'avocats eux-mêmes. Julie Jacob, merci d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler vaccination en entreprise. Quelles sont les conséquences juridiques? Et pour aborder le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Guardelli, associé chez Coblence Avocat. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les obligations pour l'employeur en la matière? Alors, les obligations pour l'employeur s'agissant de la vaccination en entreprise, c'est plus finalement des obligations négatives que des obligations positives. On sait surtout ce que l'employeur ne doit pas faire. Au chapitre de ce qu'il doit faire, c'est assez clair aussi. Devoir de prendre soin de la santé et de la sécurité, obligation plus que devoir d'ailleurs. Mais une fois proclamée cette obligation générale, si on descend dans le détail, on n'en sait pas grand-chose s'agissant du point particulier de la vaccination Covid. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est évidemment, obliger à la vaccination. Nous sommes dans un pays où la vaccination n'est pas obligatoire en l'état actuel de notre droit, et donc pas question qu'au niveau de l'entreprise, elle le soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éventuellement tirer une conclusion de la vaccination ou de l'absence de vaccination. Il ne peut pas, par exemple, considérer qu'un employeur n'est pas apte au travail, rôle qui ne lui incombe pas par ailleurs, parce que ça c'est le rôle du médecin du travail, mais considérer par exemple qu'un salarié ne serait pas admissible sur le lieu de travail parce qu'il ne serait pas vacciné. On se demande bien d'ailleurs, mais je crois qu'on y reviendra, comment il saurait qu'il est vacciné ou qu'il n'est pas vacciné, puisqu'aussi bien un employeur n'a pas à s'enquérir de ce type de renseignements à partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire. Elle l'est dans un certain nombre de cas pour des professions extrêmement réglementées, contre un certain nombre de pathologies, hépatite B, typhoïde, etc. Mais au cas particulier, évidemment, on sait bien que ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les employés, quelles démarches ont-ils à effectuer? Alors, les salariés, à partir du moment où la vaccination est disponible dans l'entreprise, peuvent se porter volontaires, c'est sur l'unique base du volontariat, puisque de l'autre côté, s'agissant de l'employeur, il n'y a pas d'obligation, peuvent se porter volontaires à cette vaccination qui va être effectuée par le médecin du travail. Nous savons depuis tantôt une dizaine de jours que le médecin du travail est à présent autorisé à vacciner, pour autant bien entendu qu'il dispose des doses et plus généralement du matériel nécessaire pour ce faire. Et se portant volontaire, le salarié peut parfaitement se faire vacciner. Il se fera vacciner de préférence dans les locaux de la médecine du travail par opposition aux locaux de l'entreprise, pour des raisons là encore de confidentialité qu'on peut parfaitement comprendre. Le médecin du travail n'étant en aucun cas tenu de divulguer à l'employeur les noms et prénoms des salariés vaccinés, mais en revanche, le médecin du travail a l'obligation de remplir un formulaire sur une base de données nationale qui permet évidemment de suivre la progression de la vaccination au jour le jour, comme ça se fait en dehors de l'entreprise au demeurant. Mais l'entreprise participe à cet effort de vaccination nationale. En tout cas, c'est le sens des recommandations du ministère au cours, je vous dis, des 10-15 derniers jours. Alors, vous avez abordé la question de la confidentialité, justement, des informations des patients. Justement, est-ce qu'elle pourrait être garantie? Alors, garantir la confidentialité en droit, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, pour la simple raison que, dès lors que la confidentialité est violée, le mal est fait. Donc, une fois que le mal est fait, on ne peut pas revenir dessus. On s'entoure donc d'un certain nombre d'instruments pour essayer de, si ce n'est garantir, en tout cas prévenir toute fuite d'informations s'agissant de la vaccination, qui est vacciné, qui ne l'est pas. Bien. Cette confidentialité, elle est prévue, bien entendu, par la loi, elle est prévue par le Code du travail, et le premier garant, finalement, de cette confidentialité, c'est même pas l'employeur, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail
voit les salariés à l'occasion des visites médicales, à l'occasion des vaccinations, etc. À partir du moment où il a délivré la seule chose que la loi lui demande de délivrer, c'est-à-dire un avis d'inaptitude ou un avis d'inaptitude avec les réserves évidemment associées, son rôle s'arrête là. Et il n'a pas effectivement à divulguer quoi que ce soit d'autre à l'employeur que l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Il n'a surtout pas à en dévoiler la raison. Et en s'agissant de l'employeur qui ne respecterait pas cette confidentialité, quels sont les risques? Les risques, ils sont relativement simples. Le salarié qui découvrirait que l'employeur, mis au courant, on ne sait pas très bien par qui, mais peut-être par la médecine du travail, parfois un petit peu imprudente avec le traitement des informations. Donc cet employeur qui, ayant connaissance de ce type d'information, viendrait à la livrer, à la faire fuiter, à en faire une rumeur, s'exposerait, à mon sens, à minima au paiement d'un certain nombre de dommages et intérêts, pour la simple raison que c'est une violation de la vie privée du salarié, laquelle, à mon sens, se résout par des dommages et intérêts. Je ne vois pas d'impact immédiat sur le contrat de travail en l'état actuel du droit, mais nous sommes sur un droit, et on le sait bien depuis maintenant 1 an, quasiment jour pour jour. Un droit mouvant. Nous sommes sur un droit... Alors, il est mou à 2 titres. Il est mouvant et il est mou. Il est mou parce que voilà 1 an que nous sommes au milieu des protocoles, des recommandations, des préconisations. Tout ça n'est pas du droit. Tout ça n'est pas du droit. Et aujourd'hui, s'agissant de la vaccination Covid, nous sommes rigoureusement dans la même situation qui nous oblige à 2 choses. 1, nous en remettre au droit commun de la santé et de la sécurité au travail, en collaboration, on aurait dû le dire, avec la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, et puis à tout ce droit mou fait de recommandations, de préconisations, qui va peut-être devenir un droit dur, mais s'il le devient, ce sera au stade du contentieux, dès lors que le juge constatera que ces préconisations n'ont pas été suivies par l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci Laurent d'être Merci sur Arnaud. le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.